Bonsoir Xavier Hofer. Vous êtes criminologue, essayiste. Vous avez contribué à de nombreuses publications et écrit beaucoup d'ouvrages sur les thématiques du crime organisé, du terrorisme et de l'islamisme. Ce qui vous permet aujourd'hui de nous aider à apporter une réponse à la question qui se pose en ce moment depuis la fin des combats avec l'État islamique. Que faire des djihadistes français? Alors à ce sujet, pour commencer, la lutte contre le djihadisme, en choisissant de s'appeler lutte antiterroriste, n'est-elle pas passée à côté de ses objectifs? Alors, commençons par le commencement. La France est un État de droit. Ce n'est pas la Corée du Nord de Kim Jong-un, donc il y a des règles juridiques et des règles pénales. Qu'un terroriste pose des bombes ou tue des gens parce qu'il est islamiste ou fanatique de telle ou telle cause régionaliste ou appartenant aux Brigades Rouges dans le temps n'a aucune espèce d'importance. Naturellement, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le code pénal. C'est le fait que des individus, quel que soit le motif, aient commis des crimes et qu'ils doivent être châtiés pour ça. Ce qui est grave dans cette affaire, c'est pas qu'on envisage de faire quelque chose ou pas avec les terroristes qui reviennent ou leurs enfants. Ce qui est grave, c'est que depuis le début de cette affaire, depuis les années 2010, on soit constamment dans le rétrospectif. On a eu une série de gouvernements plus ineptes les uns que les autres qui commencent à se poser des questions une fois que les bombes ont explosé et qu'il y a du sang partout. C'est naturellement pas comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, bien entendu, il y a aujourd'hui un problème de retour, mais si on avait fait ce qu'il fallait faire depuis le départ, alors que le gouvernement de M. Hollande et de M. Cazeneuve ont fait le contraire, c'est-à-dire les laisser partir tant qu'ils voulaient et pas les laisser revenir après, eh bien, on n'aurait pas le problème qu'on a aujourd'hui. Car comme naturellement ce gouvernement en proie à des idées qui ne s'imposaient pas du tout en la matière, quoi. Les droits de l'homme, c'est pour les hommes qui respectent les droits de l'homme, ou les droits de l'être humain, c'est pas pour des sauvages et des fanatiques comme ça. En conséquence de quoi, il fallait... Mais partez, vous voulez partir, partez donc. Fin de la nationalité française, étranger, apatride, on s'en moque, et vous restez là où vous êtes. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas de problème de retour. Voilà, ça c'est comme ça qu'il fallait procéder. Alors on a fait le contraire, on a voulu les empêcher de partir, et bien entendu, une fois que vous empêchez des gens qui sont potentiellement des terroristes de partir, comment voulez-vous ensuite empêcher ceux qui veulent revenir de revenir? C'est absurde. Alors voilà, nous avons l'héritage du n'importe quoi qui a été fait en matière de terrorisme au cours de la dernière décennie, où on a beaucoup pleuré sur les morts, et naturellement il faut pleurer sur les morts, mais ça ne suffit pas, il vaut mieux empêcher qu'il y ait des morts, d'abord, c'est-à-dire une attitude préventive, une attitude proactive, et c'est ce qui n'a pas été fait. Donc, autre question, Monsieur Hofer. Donc, la problématique du retour des djihadistes s'est fait plus présente en France, mais est-ce qu'on sait de quoi on parle? Et a-t-on une idée du nombre, du profil sociologique, ainsi que du rôle joué par les djihadistes français au sein de ces organisations terroristes? Alors, à un moment donné, au moment le plus intense des combats qui se déroulaient, alors qu'il y avait physiquement l'État islamique, qui était une sorte de califat dans des zones plus ou moins peuplées, avec des villes moyennes ou petites, dans le secteur désertique, aux confins, on ne peut pas vraiment parler de frontières, c'est les mêmes tribus des deux côtés, entre l'Irak et la Syrie. Donc à un moment donné, il y a eu un califat physique. Au moment le plus intense des combats, c'est-à-dire vers 2015-2016, au total, on dénombrait 1 millier de gens disposant de la carte d'identité ou du passeport français qui étaient partis de France ou de pays proches de la France pour aller rejoindre la zone des combats. C'était des hommes et des femmes, à peu près 700 hommes et 300 femmes en chiffre rond, et c'était des gens qui occupaient des fonctions très diverses. Peu dans l'appareil central de l'État islamique, dans l'appareil militaire de l'État islamique étaient français. Il y en avait une dizaine en tout qui avaient des fonctions importantes.
Certains sont morts, la plupart même, aujourd'hui. Et en dehors de ça, il y avait des tas de gens qui étaient partis, mais qui n'étaient pas qualifiés. Vous savez, combattre la guérilla urbaine, c'est très dur, quoi. Il faut avoir un certain nombre de qualités. Et militaires, j'entends, les qualités humaines de ces gens-là, naturellement, il n'y a pas lieu d'en faire état. Mais en gros, il y en a la moitié et les 2/3, et la plupart des femmes qui étaient confinées à des tâches logistiques. Par exemple, il y en a un qui est revenu, qui a réussi à s'échapper. Vous savez, quand vous échappez de l'État islamique, c'est considéré comme une désertion, et donc vous êtes condamné à mort. Il y en a un qui est rentré, écœuré, parce qu'il s'est rendu à la police, arrivé en France. Depuis 1 an, il faisait rien que de creuser des tombes, quoi. Alors, il n'était pas venu forcément pour être fossoyeur, et il était un peu écœuré, dégoûté, et il a fini par rentrer. Donc, vous voyez, c'était pas exaltant, le djihad, le kéfier, la kalachnikov, c'était pas pour tout le monde. Et puis, il y en a des... C'est le cas de Mehdi Nemmouche, qui a fini par se retrouver à Bruxelles, où il a tiré sur le musée des Juifs de Bruxelles, qui était assez perturbé psychologiquement. C'était un garçon qui, quand il était petit, avait été sauvagement battu par ses parents à lui, ses parents biologiques. On l'avait retiré et mis naturellement chez des parents adoptifs, mais le mal était fait. Et donc, les policiers qui l'ont interviewé ont dit qu'il avait un âge mental d'à peu près 12-13 ans, quoi. Il était pas pathologique mentalement, mais il était quand même assez gravement perturbé. Donc des gens comme ça, on ne peut pas s'en servir pour faire la guerre. Ils mettent en danger leurs camarades autour d'eux. Il faut quand même avoir une certaine vista, une certaine façon de faire les choses acquises sur le terrain, quoi. Et comme lui ne l'avait pas, eh bien, il ne savait plus trop quoi en faire. Alors ils lui ont dit « Retourne en Europe et va tuer des Juifs ». Alors comme il n'était pas très malin, il a été à Bruxelles. Et puis il a regardé dans le bottin de Bruxelles, il a dit musée juif, ben ouais, il doit y avoir des juifs là-dedans. Et il est allé, il a tiré dans le tas, sans trop savoir où il avait mis les pieds. Vous voyez, c'est le niveau, ils sont pas tous, c'est pas tous des brillants génies de la guerre, hein. Donc ceux-là sont morts à peu près entre la moitié et les 2/3, notamment à la fin du siège de Mossoul. Il y avait à Mossoul, on le savait, le renseignement le savait, une centaine de gens avec des papiers d'identité français. Et comme à la suite de la prise de Mossoul, elle s'est faite en 2 temps. Première prise de Mossoul, premier temps, la prise par l'armée irakienne et par des troupes associées, l'aviation des pays alliés, etc. Et puis une fois que ça a été reconquis militairement, la reprise de la ville immeuble par immeuble a été confiée à des milices chiites qui n'ont pas, pour les gens de l'État islamique, une passion telle que s'ils en trouvent un dans un coin sombre, vous voyez ce que je veux dire, peu ont survécu. Donc cette centaine d'individus-là, ils sont passés par perte et profit. Et puis deuxièmement, il avait, par moyen de renseignement, été repéré ceux qui avaient joué un rôle dans les attentats en Europe, et ceux-là ont été liquidés les uns après les autres. Alors pudiquement, on appelle ça frappe de la coalition. C'est sans doute un peu plus précis que ça, mais il n'y a pas lieu d'entrer dans les détails. On parle souvent également des enfants nés du djihad. Faut-il les rapatrier? Alors là, comment vous dire, ça relève du simple bon sens. Ceux qui ont 2 ou 3 ans ou 4 ans, ça pose aucun problème. Il suffit qu'on les change de bocal, qu'on les mette dans des familles, qu'on les retire naturellement aux mamans bâchées, etc., et qu'on les mette dans des familles avec un mode de fonctionnement normal, je dirais, adapté aux us et coutumes et aux mœurs du XXIe siècle en France, et ça pose aucun problème. Ce qui est plus délicat, c'est les préadolescents et les adolescents, parce que l'État islamique avait entrepris, à partir de 2016, on le sait de science sûre par des sources de renseignement, par des déserteurs, etc., de créer des espèces de cellules terroristes composées de femmes et parfois même d'enfants. Vous voyez le petit garçon de 9-10 ans qui rentre dans un sac commercial avec son sac à dos, ben, il rentre et puis après ça il se fait sauter. Donc ça c'est beaucoup plus délicat et naturellement il va falloir faire du cas par cas. Je pense que pour les pré-ados, les ados et les adultes, une formule a été trouvée disant que la plupart d'entre eux
de ceux qui sont d'ores et déjà capturés et de ceux qui sont dans des camps de triage, si on peut dire, entre la Syrie et l'Irak. Ceux-là seront conservés en Irak et les Irakiens les garderont. En échange de quoi on leur donnera du pognon, des armes, je ne sais pas trop quoi, pour qu'ils fassent le gardiennage. Mais je crois que la plupart de ces individus-là ne rentreront pas en France. Alors quand on sait en plus par qui ils sont gardés là-bas, le gouvernement et les milices et une grande partie de l'armée irakienne sont chiites, donc ils n'ont aucune espèce de tendresse particulière pour ces gaillards, puisque naturellement la plupart des gros attentats anti-chiites en Irak, qui ont fait des centaines de morts à chaque fois, dans le quartier chiite de Sadr City à Bagdad, et puis des grosses mosquées qui ont sauté à Kerbela et à Najaf, qui sont les villes saintes chiites, je crois qu'ils n'ont pas lieu de s'attendre à une tendresse particulière. Voilà. Donc ça, c'est un problème secondaire. Je crois que pour l'instant, ce que fait la ministre de la Défense, qui a des éclairs de lucidité parfois, on ne peut pas toujours dire ça de son confrère de l'intérieur, mais elle, des fois, elle a dit, ceux qui sont dangereux, on les laisse là-bas, et puis les autres, quand ils jouent des bébés ou des tout petits enfants, naturellement, ça ne pose pas de problème dramatique. Pour continuer sur la problématique du retour, est-ce qu'il existe une obligation juridique pour la France de rapatrier les djihadistes français alors qu'ils ont commis des actes criminels en Syrie ou en Irak et que de fait cela relève de la juridiction de ces pays? Et de même, quelle est votre opinion sur la proposition kurde de créer un tribunal international pour les djihadistes? À vrai dire, en gros, en la matière, un État souverain, il fait ce qu'il veut, quoi. Si jamais on lui dit mais non, il faut les reprendre à toute force, il y a toujours la possibilité d'engager une procédure de privation de la nationalité pour des gens qui ont commis des crimes et qui ont trahi la nation française en allant s'engager au sein d'une entité qui était en guerre contre la France, qu'il a dit 100 fois, c'est de la haute trahison à l'état pur. Donc en conséquence de quoi, s'il faut trouver des formules, faisons confiance à l'imagination de nos hauts magistrats pour trouver des moyens pour les tenir à distance. L'obligation, non, on ne peut pas vous obliger à un État souverain, sauf naturellement s'il commet des crimes graves et abominables et justifiables du tribunal pénal international, il y a quand même de l'obliger à quoi que ce soit. C'est-à-dire que la loi internationale dit qu'il vaut mieux éviter de créer des apatrides. Ben, s'il n'y a pas d'autre choix, ben, voilà, quoi. C'est comme ça. Donc je ne pense pas qu'on puisse les obliger. Les enfants, c'est autre chose, mais là, maintenant, on est en train de faire en sorte de les laisser en Irak pour tous ceux qui pourraient être problématiques, c'est-à-dire être déjà fanatisés, quoi. Et par rapport à la proposition Kurdes de créer un tribunal international, votre opinion? Les Kurdes font tout ce qu'ils peuvent pour exister, les pauvres. C'est une nation sans État, ils sont éparpillés entre une dizaine de pays. Alors chaque fois c'est eux, c'est une vraie peuple apatride, quoi. Alors c'est très dommage, ce sont des Indo-Européens, ils ont toutes sortes de qualités, mais voilà, il arrive aux Kurdes quelque chose d'affreux, c'est qu'il n'y aura jamais d'État kurde au Moyen-Orient. Mais alors, quelles que soient les dissensions terribles, les tas de quasi-guerre qui peut régner entre l'Irak d'un côté, l'Iran, puis l'Arabie Saoudite, puis la Turquie, tous les pays qui ne s'aiment pas tellement, ils ne peuvent pas créer d'État kurde ou laisser se créer un État kurde parce que les Kurdes contrôlent tous les sommets des montagnes et une fois qu'ils ont un État avec les sommets des montagnes, ils mettent 3 barrages et il n'y a plus de Tigre, il n'y a plus d'Euphrate et il n'y a plus de flotte dans tout le Moyen-Orient. Alors au Moyen-Orient, l'eau, ça vaut plus que le pétrole. En conséquence de quoi, comme on dit chez les jeunes, l'État kurde, c'est même pas en rêve, quoi. Voilà. En conséquence de quoi, ils le savent, ils sont plus ou moins résignés. Erdogan, c'est un dur quand même. Alors il les a à l'œil, donc ils essayent d'exister. Alors ils essayent de faire des propositions dans lesquelles eux, les Kurdes, enfin ces Kurdes-là qui sont en Syrie, parce que c'est une marqueterie, hein. Il y a une vingtaine de vallées dans la zone centrale de ce qu'on pourrait définir comme le Kurdistan. Chaque vallée parle une langue différente. Il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des chrétiens, il y a des post-zoroastriens
ceux qu'on appelle les yézidis, ceux qui vivent au Sinjar, là, ceux qui ont été massacrés comme hérétiques, comme adorateurs du diable par l'État islamique. Donc c'est pas quelque chose qui est très unifié, Kurdistan. Donc ceux-là, ils ont décidé que ça serait chic pour eux, ben voilà, mais ça n'a pas un grand intérêt. Une autre proposition est aujourd'hui évoquée en France par la voix de Nicolas Dupont-Aignan, qui souhaite recréer un bagne aux îles Kerguelen. Est-ce pour vous une bonne proposition et est-ce applicable dans le cadre du droit international ? Mais non, enfin, c'est naturellement... D'abord, les pingouins des îles Kerguelen n'ont fait de mal à personne et ils ont droit de jouir de leur environnement paisible sans avoir des fous et des fanatiques qui viennent les perturber, d'une part, et puis deuxièmement, enfin, on ne fait plus ça au XXIe siècle, quoi. Alors, qu'on fasse des prisons de haute sécurité, qu'on fasse des quartiers de haute sécurité, que dans ces prisons-là, on fasse des quartiers de déradicalisation, d'accord, mais c'est pas la peine tout de suite de se lancer dans des trucs farfelus, quoi. Alors, après avoir évoqué la question du retour des djihadistes, revenons un instant, et pour finir d'ailleurs, à la question du djihadisme, des activités djihadistes qui sont toujours en cours, et particulièrement au Sahel. Pensez-vous que sur cette zone, il y a une responsabilité à travers un double jeu de l'Algérie sur la question des Touaregs et d'Aqmi en particulier ? Alors, d'abord, on est, au moment où nous enregistrons ça, à quelques jours des élections européennes au Sahel. Où est l'Europe ? Il n'y a personne. Les Français sont les seuls. Personne n'est venu les aider. Récemment, j'entends la semaine dernière, il y a eu une espèce de conseil sur le Sahel de l'Union européenne qui s'est fait quelque part en Afrique. Il a pondu un communiqué de 10 pages qui est grotesque et absurde. C'est un communiqué de 10 pages où il dit, alors voilà, il faudrait que ça soit des démocraties, ça serait mieux, et puis si c'était des démocraties où les élections n'étaient pas truandées, ça serait pas mal. Il faudrait faire attention aux droits des femmes aussi, et les transgenres, c'est très important, les transgenres. Donc, 10 pages de calembredaine comme ça, absolue. Je suis naturellement totalement opposé à ce qu'on moleste et on maltraite quiconque, mais quand même dans un pays qui est en guerre, dans lequel une partie de la population s'est soulevée, dans lequel il y a des guerres tribales, dans lesquelles il y a eu 160 morts récemment dans une pur et simple affrontement entre tribus, quoi. Voilà, à la limite entre le Mali et le Burkina. Il y a peut-être d'autres choses à faire que de faire le palais de Dame Tartine, là, vous savez, ça serait bien, la paix, l'amour, l'humanisme universel. Ces gens-là ne font rien, nous sommes seuls. Et l'année dernière, j'étais en Algérie, j'ai donné des cours dans l'Institut de criminologie d'Alger qui appartient à la gendarmerie nationale algérienne. Donc des fois les gendarmes m'invitent pour des conférences, gendarmes algériens, j'entends. Le verrou de l'Union européenne, il est à Tamanrasset. Si le verrou saute, eh bien naturellement, ça va être l'histoire de 2015 en 2 ou 3 fois pire. Alors il faut peut-être à ce moment-là, certes, l'Algérie a des jeux parfois compliqués avec un tel et un tel, mais je crois que personne n'a intérêt à voir l'Algérie se transformer en un nouvel Irak après l'invasion américaine, c'est-à-dire un bazar absolument incroyable dans lequel ça devient une passoire. À l'heure actuelle, les frontières sont tenues, quoi. Récemment, l'Algérie, la République démocratique et populaire d'Algérie a renvoyé au Niger 40 000 migrants qui étaient venus s'installer en Algérie pour rentrer chez soi. Donc à l'heure actuelle, là, au niveau du Sahara et dans cette zone-là, la discipline et l'ordre sont à peu près tenus. Vous avez vu que ce n'est pas le cas en Libye. Après les sottises qui ont été faites là-bas, les migrants sont passés par dizaines de milliers, centaines de milliers vers l'Italie. Donc il faut faire attention à ça aussi. Et s'agissant de la situation au Sahel, dans un premier temps, dans la première année de la guerre, quand Le Drian était ministre de la Défense, les choses ont été faites sérieusement. À savoir qu'on n'a pas plaisanté. On fait la guerre ou on la fait pas. On ne fait pas la guerre avec une main attachée dans le dos. Et j'aime mieux vous dire qu'à l'époque, il y a eu de la casse, mais extrêmement sévère chez les djihadistes. Alors, quel que soit ce qu'ils vous racontent, la tribu, ceci, le machin, les Touaregs, ceux des Grands Lacs, de la zone du lac Tchad, ceux du machin, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est qu'ils se tiennent tranquilles. Et il a été fait à l'époque le nécessaire pour qu'ils se tiennent tranquilles, sans douceur particulière. La Légion, vous savez, c'est pas
que des poètes. Et à la suite de quoi, on a commencé à rentrer dans une logique, mais les pauvres, mais ceci, mais cela. Alors aujourd'hui, naturellement, ça prolifère partout. Peut-être qu'il faudrait revenir au côté sérieux de la guerre qu'on faisait à ces gens-là, parce que c'est simple, on l'a vu au Liban pendant la période de guerre civile. À un moment donné, on a quitté le Liban parce qu'il y avait des attentats au Liban. 2 ans après, ils étaient chez nous. Ce sont des âmes simples. Quand on recule, ils avancent. Donc il faut défendre la zone du Sahel, il faut défendre la zone du Sahara, parce qu'autrement, c'est chez nous que ça arrivera. La guerre doit se faire à distance. Si on ne fait pas la guerre à distance, ça ne sera pas la guerre du tout, ça sera la guerre chez nous. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. Merci beaucoup, Xavier Hofer, pour vos réponses.